Manque de revenus, hausse des charges, pression des écologistes, concurrence déloyale et contraintes de l'Union européenne. Au milieu de tout ça, nos agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur passion et nourrir le pays. Franck Laborde, producteur de maïs, se fait pour nous le porte-parole d'un métier en colère. Bonjour Franck Laborde, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes producteur de maïs dans les Pyrénées-Atlantiques et vous êtes également président de l'AGPM, l'association des producteurs de maïs. Et vous êtes surtout confronté, comme beaucoup d'autres agriculteurs, à de nombreuses difficultés pour exercer votre métier. On va essayer de les passer en revue. D'abord, vous souffrez, et vous m'en avez parlé, et c'est pas rien de le dire, d'un manque de reconnaissance. C'est surtout ça qu'on entend. Et vous êtes souvent, en plus, l'agriculteur français, souvent accusé d'être mauvais élève. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas ? Alors, c'est le constat que font les agriculteurs. Et si, depuis quelques jours, ils manifestent leurs inquiétudes, c'est notamment parce que c'est le sentiment qu'ils ont. Nous avons le sentiment que la reconnaissance de notre métier, le fait que nous remplissions les assiettes matin, midi et soir, n'est pas reconnu. Et donc, nous vivons actuellement dans l'agriculture française une crise morale importante, et dans certains foyers, chez certains agriculteurs, qui va même jusqu'à la perte de dignité. Et ça, pour des gens qui sont attachés à leur métier, qui font souvent un métier de passion, c'est extrêmement difficile à vivre. La reconnaissance passe aussi par évidemment le revenu, c'est quand même une manière de reconnaître l'importance d'un métier. Et il semblerait que vous soyez en peine aussi à ce niveau-là. Concrètement, quel est le revenu moyen d'un agriculteur en France et comment ça se fait que les revenus soient aussi bas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a des disparités importantes concernant les revenus. Néanmoins, il y a un chiffre qui me marque vraiment, moi, c'est que 25% des agriculteurs, qui souvent travaillent 60, 70, 80 heures par semaine, ont un revenu qui est en dessous du seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté qui est à peu près à 1 000 euros, je crois que c'est 1 020 euros. Quelles en sont les causes ? Les causes sont multifactorielles. C'est que nous sommes très souvent confrontés à une concurrence internationale exacerbée, une concurrence internationale qui nous met face à des concurrents qui ont des moyens de production, qui peuvent produire avec des façons très différentes des nôtres. Et notamment concernant des sujets très particuliers tels que l'irrigation, tels que l'utilisation de produits phytosanitaires et pour l'élevage, d'utilisation de la pharmacopée. Est-ce qu'il y a un problème aussi avec les distributeurs, avec le prix que vous vendez vos produits aux distributeurs et la marge que eux se font ? Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus ? Alors, il y a un problème avec les distributeurs et il y a un problème aussi avec, quoi qu'en disent nos gouvernants, la volonté, distributeurs, État, depuis des décennies, ça ne date pas d'aujourd'hui, de faire baisser le coût de l'alimentation auprès de nos concitoyens, de nous-mêmes également, mais pour nos concitoyens. Et ça, jusqu'à maintenant, malgré quelques lois qui se voulaient protectrices et qui sont sans effet, ça n'a de cesse de faire baisser, de mettre la pression sur les prix de vente des agriculteurs et de faire baisser le prix d'achat de nos productions. Par exemple, pour le maïs, concrètement, à quel prix ça se vend ? Je ne sais pas si on parle en termes de tonnes. C'est quoi, pour qu'on ait une idée un peu ? Effectivement, pour le maïs est, comme les céréales, est très challengé sur les marchés internationaux. Ce sont les échanges internationaux qui font le prix. Le prix, c'est 200 euros la tonne à peu près aujourd'hui, sachant que concernant le maïs, le coût de revient de la production 2023 varie entre 200 et 240 euros la tonne selon le contexte des fermes qui l'ont produit. Donc vous voyez que avec la hausse des charges, notamment liées au conflit, on en parlera peut-être plus tard, qui se déroule à l'Est, et la baisse du prix, il y a un effet ciseau sur les producteurs qui fait qu'aujourd'hui, les producteurs qui n'ont pas vendu leur production, étant donné que la tendance des cours est orientée à la baisse, vendront à perte leur production. On a vu tout récemment là, que le prix de l'électricité allait encore augmenter.
Est-ce que vous êtes un peu aidé avec ces hausses de charges ou comment ça se passe? Est-ce que vous le demandez? Est-ce que vous avez déjà quelques aides? Je sais pas, par exemple, je pensais pour vos machines agricoles, j'imagine que vous consommez beaucoup de gaz et peut-être d'essence. Est-ce qu'il y a une aide à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes un peu soutenu quand même? Alors, vous abordez là plusieurs sujets. Ouais. Il y a un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est l'exonération du gasoil non routier. C'est le carburant que nous utilisons pour nos tracteurs. Depuis le choc pétrolier du siècle dernier, ça parlera pas aux plus jeunes d'entre vous, je pense que c'était en 1977, dans les années 70, une partie de notre carburant est détaxée, c'est-à-dire que 50 centimes de taxe environ ne s'appliquent pas sur le carburant pour nos tracteurs. Le gouvernement, dans la loi de finances, qui vient, j'allais dire être voté, non, qui a été adopté par 49.3 à l'Assemblée nationale, avait envisagé de nous supprimer la totalité de ces taxes. Finalement, l'atterrissage fait que nous allons à peu près, sur une période s'étalant jusqu'en 2030, perdre la moitié de ces aides. Donc, ça va faire un surenchérissement du prix de notre carburant. Parce que, par exemple, vous, je ne sais pas combien vous avez de machines sur votre exploitation, mais vous consommez combien de litres de gasoil pour qu'on se rende compte un peu. Voilà, une exploitation agricole en France, alors il y a de la diversité, vous savez, dans nos exploitations, consomme entre 5 000 et 50 000 litres de carburant par an. Alors, vous faites les calculs par rapport à la détaxation dont je vous ai parlé et surtout aux taxes que nous allons devoir payer en supplément. C'est plusieurs milliers d'euros. Ouais. C'est plusieurs milliers d'euros de coûts supplémentaires. Concernant l'électricité, oui, depuis notamment l'envolée des prix de l'énergie, en 2021, nous avions négocié avec les pouvoirs publics des systèmes de plafonnement qui s'appliquent aussi aux particuliers, qui ne seront plus opérants à partir de l'année prochaine. Donc, nous nous attendons à avoir un surenchérissement d'environ 15% du coût de l'électricité sur nos fermes. Et certaines de nos activités sont très demandeuses, ont besoin beaucoup d'électricité ou de gaz naturel. Je parle d'activités d'élevage, mais concernant le maïs, l'activité de séchage du maïs aussi nécessite de l'énergie et donc ramener à l'hectare. Si on compare à avant-guerre, ça fait quasiment un doublement du coût du séchage concernant les céréales. En ce qui vous concerne en tant que producteur de maïs, vous êtes, en plus de tout ce qu'on vient de dire, confronté à la possible interdiction, qui est d'ailleurs effective, je crois, d'un herbicide très utilisé pour la culture du maïs, le S-métolachlore, que j'ai découvert en travaillant sur cette interview. Donc moi je connaissais l'histoire des néonicotinoïdes et du glyphosate, et on sait tout ce que ça implique. Mais est-ce que vous avez des solutions pour pallier à cette interdiction ou pas du tout? Alors, effectivement, cette matière active a été, que vous avez très bien nommée, a été interdite et sera interdite en France à l'utilisation à partir du fin juin prochain, ainsi qu'en Europe. Ce qu'il s'est passé sur cette matière active, c'était la seule matière active efficace à un coût abordable pour les agriculteurs, disponible pour désherber nos cultures de maïs, de soja et de tournesol. Donc beaucoup d'agriculteurs l'ont employé et il se trouve que on retrouve des résidus de cette matière active dans l'eau. Dans des quantités qui sont acceptables quant aux normes d'utilisation de l'eau. Ça, il faut être très clair sur ce sujet-là. Mais par anticipation, la France a décidé... Par le biais de l'ANSES, j'imagine ? Par le biais de l'ANSES. L'ANSES a été saisie et la France donc a demandé à l'ANSES de statuer sur l'avenir de cette molécule. En parallèle, une procédure européenne était en cours pour la réhomologation de ce produit. L'ANSES a donné son avis en anticipation
de l'avis de l'Union européenne, ce qui a fortement influencé l'avis de l'Union européenne. On est typiquement en France, on lave plus blanc que blanc. On est les premiers à prendre des décisions qui pénalisent nos producteurs sans savoir si nos voisins, espagnols, allemands, pourront utiliser cette matière active. Aujourd'hui, plus personne ne pourra l'utiliser en Europe, ce qui n'est pas le cas pour l'autre matière active que vous avez citée, les néonicotinoïdes, qui sont interdites en France et qui sont autorisées en Allemagne, par exemple, sous certaines conditions, ce qui est totalement inacceptable pour un producteur français. Peu d'alternatives efficaces et qui n'impacteront pas nos cultures, et les coûts vont être incomparables avec les coûts induits par l'utilisation du S-métolachlore. Vous croulez sous les normes et cela pose un souci, vous en parliez tout à l'heure, de concurrence avec certains produits importés notamment. C'est-à-dire que le consommateur français peut acheter des produits qui n'ont pas forcément les mêmes normes que celles imposées aux agriculteurs français, c'est ça? Oui, vous avez raison. Est-ce que vous avez des exemples? Évidemment. Vous avez raison, nous sommes confrontés à une concurrence déloyale, puisque certains de nos concurrents, et notamment concernant le maïs, certains de nos concurrents ont le droit d'utiliser des matières actives qui nous sont interdites et peuvent exporter leur production vers la France, vers l'Europe. Je vais vous donner un exemple extrêmement parlant. Nous avons à la GPM documenté une étude qui nous a pris plusieurs mois sur l'utilisation des produits phytosanitaires au Brésil. Brésil qui est le premier exportateur mondial de maïs et qui fournit à l'Europe la moitié de ses importations de maïs, à savoir une dizaine de millions de tonnes, à comparer à 13 millions de tonnes produites en France. L'équivalent, l'Europe importe quasiment l'équivalent de la production française depuis le Brésil en maïs. 78% des matières actives autorisées au Brésil pour produire du maïs sont interdites en France. 78%. Dont une matière active qui s'appelle l'atrazine, qui est interdite en France depuis plus de 20 ans. Et bien évidemment, les producteurs brésiliens ont droit aux OGM, ce qui est totalement interdit en France. Les producteurs français de maïs, européens de maïs, au-delà des enjeux économiques que ça représente et de la concurrence déloyale que ça représente, aujourd'hui ne supportent plus cet état de fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que, un peu partout en Europe, vous voyez les producteurs manifester leur mécontentement. J'imagine que tout ça vous impose un temps considérable d'administratif. Est-ce que vous savez combien de temps consacre un agriculteur à la paperasse en fait? Alors, sur ma ferme, je ne l'ai pas caractérisé, mais un collègue me disait l'autre jour qu'il passait 20% de son temps à effectivement aux tâches qui sont liées à l'administratif et au normatif. Et donc, c'est quoi, par exemple, les papiers qu'il faut remplir? Alors, ce sont des justificatifs que nous avons à produire. En cas de contrôle, donc, il faut tenir à jour quasiment au quotidien. Concernant l'utilisation des produits phytosanitaires. Tous les jours, on note, j'ai mis tant d'engrais, tant d'herbicides, voilà. Etc. Okay. Concernant des normes environnementales qui sont soit européennes, soit, encore pire, franco-françaises, et qui pénalisent encore l'agriculteur dans le temps qu'il a à disposition pour s'occuper de ses animaux ou de ses plantes. Par exemple, sur une exploitation, si vous avez différentes parcelles, je crois aussi que vous avez des obligations d'avoir des parcelles en bio, peut-être, des parcelles en jachère. Et ça aussi, pareil, il faut le remplir sur un papier pour prouver que
Que chaque année, on a le bon taux. Alors, c'est encore plus que ça. Prenons l'exemple des jachères. La nouvelle politique agricole commune, ce que l'on appelle communément la PAC, impose aux agriculteurs français de ne pas cultiver sur 4% de leur surface. Paradoxe. Alors qu'on importe massivement des poulets de tel pays, du maïs de tel autre pays, on nous interdit à nous, Français, de cultiver sur l'ensemble, agriculteurs français, de cultiver sur l'ensemble de notre surface agricole du maïs pour nourrir des poulets, puisque je prends cet exemple-là. Au moment où la balance commerciale agricole ne cesse de se dégrader. Si nous n'avions pas le champagne et si nous n'avions pas le cognac, aujourd'hui, la balance commerciale agricole serait déficitaire en France, alors que c'était un fleuron de l'économie française au siècle dernier. Au moment où on se fragilise dans notre auto-approvisionnement, on nous impose de ne pas produire sur 4% de notre surface au nom du respect de l'environnement, sans savoir précisément si nos pratiques sur ces parcelles-là ou les parcelles avoisinantes que l'on cultive sont nocives à l'environnement. C'est insupportable pour les producteurs français. Il y a aussi une question non négligeable du choc démographique, c'est-à-dire que actuellement, il y a plus d'agriculteurs qui quittent la profession que de jeunes agriculteurs qui s'installent. Il y a un problème évidemment de vieillissement de la population qui ne touche pas que l'agriculture d'ailleurs, mais aussi le fait que le métier n'attire plus pour toutes les raisons que vous avez données, et ça peut se comprendre quand on sait justement le taux de suicide par jour qu'il peut y avoir en France, ce qui est quand même vraiment significatif du problème. Certains agriculteurs confient même conseiller à leurs enfants de faire des études avant de reprendre la ferme, et voire font tout pour qu'ils ne reprennent pas et qu'ils fassent autre chose. Comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui a fait que tout ça s'est effondré ? C'est dramatique, parce que dans certaines zones, en Occitanie par exemple, nous assistons à une déprise sur les terres agricoles, notamment par faute de repreneurs. Un agriculteur engagé en Occitanie me disait l'autre jour que 70 000 hectares, écoutez-moi bien, 70 000 hectares, la ferme française c'est 70 hectares en moyenne, donc l'équivalent de 1000 fermes, ne sont pas cultivés pour des raisons diverses, mais notamment parce que la pression est telle sur les agriculteurs et la pression économique est telle qu'il n'y a pas de repreneurs. Alors, sans vouloir, aujourd'hui nous sommes 400 000 agriculteurs. Croire que nous pourrions être 1 million est utopique. C'est une utopie. Mais néanmoins, notre objectif de syndicalistes agricoles, de syndicalistes majoritaires agricoles de la FNSEA est de stabiliser au mieux le nombre d'agriculteurs, parce que l'agriculteur dans un territoire, c'est quoi ? L'agriculteur dans un territoire, c'est encore dans certains territoires un des rares citoyens qui fait vivre l'économie. Un agriculteur entretient le paysage, produit, fournit des productions à l'aval, à l'usine du coin, à l'artisan du coin, boucher ou petit transformateur, à la coopérative du coin. Et tout ça, ça crée de la valeur ajoutée dans les territoires. S'il n'y a plus d'actes de production agricole sur nos territoires, toute cette valeur ajoutée va disparaître et nos territoires ruraux les plus agricoles pourraient alors devenir des zones qui ne génèrent pas de valeur économique. Et quand on en est là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin du commerce local. C'est le début de la fin de l'école de village. C'est le début de la fin de la vie du village. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite à reprendre une ferme, potentiellement de ses parents ou autre, même d'ailleurs ? Un jeune qui veut se lancer, mais qui hésite justement en entendant tout ça, en se disant mince.
Je lui dirais, parce que nous avons dépeint un tableau assez noir de la situation. Je rattrape le coup. Voilà. Mais vous avez raison. On s'y a mené mutuellement. Néanmoins, il y a des fermes et il y a des filières qui sont rentables. Vous avez parlé de... qu'est-ce que je dirais aux jeunes? Vous avez parlé de diplôme, d'études. Je dirais que à un jeune qui voudrait s'installer dans l'agriculture, que plus il sera diplômé, plus il aura la capacité d'être un bon chef d'entreprise agricole. Je dis toujours, moi je suis pas diplômé, vous savez, je n'ai pas fait beaucoup d'études, je dis toujours que pour être un bon agriculteur, c'est bien d'être un bon ingénieur, agronome de préférence. Je lui dirais que certaines filières permettent encore de bien vivre, sous condition que nous gardions les moyens de production, ce dont on a parlé tout à l'heure, et que sous condition que la force publique ne continue pas à enfoncer la tête sous l'eau des agriculteurs en les privant de moyens pour produire. Je prendrai quelques exemples. Vous savez, prenons l'exemple de ma ferme. J'ai une ferme de 120 hectares à peu près, avec un élevage de 120 hectares de maïs, de culture de maïs, avec un élevage de canards. Nous sommes 2 associés et 1 salarié à travailler sur la ferme. Nous ne sommes pas milliardaires, mais nous vivons de notre métier et nous arrivons à faire vivre de notre métier. Il faut faire des choix. Nous avons fait des choix stratégiques à un moment donné qui se sont avérés justes. Mais je ne suis pas sûr, et là je reviens un peu au constat, qu'après moi il y aura de la suite, alors que je suis la 4e génération d'exploitants, un peu aussi pour des raisons sociales. Parce que être agriculteur, c'est pas un métier facile, c'est souvent un métier de passion. Vous savez, moi, au mois de mars, je plante une petite graine qui fait 1,5 g, et 6 mois après, j'ai des champs de maïs avec des plantes qui font 3 mètres de haut, et j'ai produit avec mon associé et mon salarié 20 tonnes de matière sèche par hectare, plus qu'une forêt. Donc il y a quand même de la passion et il y a quand même de l'espoir, à condition que le cadre réglementaire, qui ne cesse de se détériorer, ne continue pas à se détériorer, et que nous arrivions, nous les syndicalistes, à faire inverser cette tendance de faire croire à nos concitoyens que seul l'air du temps, l'eau qui tombe du ciel vont réussir à nous nourrir. Justement, en parlant d'idées très idéales de la façon dont l'agriculture doit évoluer, est-ce que les mouvements écologistes ils sont pour quelque chose dans ce portrait de l'agriculteur pollueur qui peut parfois peser dans typiquement des négociations ou au niveau politique? Est-ce que vous avez senti, vous, dans votre syndicat ou même à titre personnel dans votre travail, qu'il y avait cette pression-là quand même de ces urbains qui commentaient en fait votre travail sans avoir mis les pieds dans des bottes et dans un champ? Oui, des gens qui ne connaissent pas le métier, qui se disent défenseurs de la nature, point à la ligne, il n'y a pas d'autre sujet, circuler, il n'y a rien à voir, colportent des idées qui sont néfastes à l'agriculture, mais à l'économie en général. Les premiers écologistes, ce sont les acteurs des territoires ruraux. Les premiers écologistes, ce sont les agriculteurs qui possèdent des terres, je vous ai parlé de mon exemple, souvent depuis plusieurs générations, qui voient couler la rivière tous les jours à côté de leur parcelle. Croyez-vous sincèrement que ces gens-là, les agriculteurs, veulent détériorer ce qui est possédé dans leur famille, c'est-à-dire la terre depuis des années, et l'environnement qui est autour? Non. Ça, ce sont des idées fausses, colportées par
des gens qui, par idéologie, veulent faire peur, alors que la réalité est totalement différente. Est-ce que les agriculteurs n'ont pas saisi le sujet de la communication en pensant peut-être que leur métier était évident aux yeux de tous? Personne ne se posait de questions sur l'agriculture il n'y a pas si longtemps que ça, et ont été pris un peu de court justement par ces discours-là, en n'y croyant pas, en se disant que c'était qu'une petite minorité et que ça ferait pas beaucoup de bruit. Est-ce qu'il y a eu un peu sorte de retard pris là-dedans? Devoir expliquer comment on fait une tomate, c'était peut-être pas évident pour la plupart des agriculteurs il y a quelques années. La réalité du métier d'un agriculteur, dans la réalité du métier d'un agriculteur, la communication n'existe pas. À part avec son premier voisin, à qui on explique comment on fait le métier, pourquoi on le fait, ça ne fait pas partie de nos attributions lorsqu'on est agriculteur. Les responsables agricoles, dont je fais partie, ont, oui, ce devoir d'expliquer le plus simplement possible, je ne sais pas si on y arrive, mais le plus simplement possible, ce qu'est notre métier, en quoi il consiste, comment nous le faisons, quel est notre prisme d'amélioration de nos pratiques vis-à-vis de l'environnement. Parce que je peux vous l'assurer, si ce n'est dans la tête de tous les agriculteurs, c'est dans la tête et dans les préoccupations de la très très grande majorité des agriculteurs. Oui, nous avons certainement négligé ce volet-là, les responsables, je parle de nous-mêmes, les responsables. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis aujourd'hui avec vous, pour essayer d'expliquer notre métier. Certains de mes collègues agriculteurs, aujourd'hui, sont présents sur les réseaux sociaux. Ça, oui, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est nécessaire, en toute sincérité, parce que les paysans, c'est un peu dans notre façon d'être sincère. Et donc, surtout quand on parle de notre métier. Et donc, oui, il faut que nous accentuions cette explication nécessaire, et je pense que on peut être compris par une grande partie de nos concitoyens. La guerre en Ukraine a rebattu pas mal de cartes, et elle met en danger les céréales françaises et dont le maïs fait partie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça s'est passé? Quels sont les avantages qu'on a donnés aux productions ukrainiennes par rapport et qui vous désavantagent vous de fait? Depuis le déclenchement de la guerre, dramatique, et puis je ne veux pas que mes propos soient déformés, hein, les populations ukrainiennes vivent en enfer, à certains, notamment à l'est de l'Ukraine. Nous avons en Europe ouvert grand nos portes aux importations ukrainiennes. Je vais vous donner 2 exemples. En France, entre le déclenchement de la guerre et aujourd'hui, nous importons 17% de poulets ukrainiens en plus. Poulets à bas prix. Hein. Mes collègues producteurs de maïs polonais, frontaliers avec l'Ukraine, n'arrivent pas à vendre leur maïs, qui vaut 200 €. Je vous ai parlé des coûts de production tout à l'heure, hein. Alors peut-être un peu moins à Pologne, à 20 € près, mais c'est de cet ordre-là. Parce que le maïs ukrainien arrive sur leur sol, c'est-à-dire à quelques kilomètres, hein, venu sur leur sol, à peu près 100 € la tonne. Donc les silos polonais sont en ce moment pleins parce que les utilisateurs préfèrent du maïs ukrainien moins cher. En Espagne, concernant le maïs, le sud-ouest de la France exporte beaucoup moins de maïs vers l'Espagne à 150 km. Vous savez, l'Espagne, elle est à 100 km de mes champs. Donc, c'est de l'exportation, mais c'est de l'exportation circuit court. Aujourd'hui, ce sont des maïs ukrainiens moins chers qui viennent concurrencer nos productions. Ne soyons pas naïfs. Ne faisons pas avec notre agriculture ce que l'on a fait avec l'industrie, avec le textile que l'on a complètement délocalisé. Ne faisons pas la même chose avec l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est quoi? C'est la nourriture. Ne faisons pas la même chose avec notre nourriture. Ne déléguons pas à autrui
dans des pays, je parle du Brésil, entre autres, où la stabilité politique n'est pas tout à fait la même que chez nous, notre alimentation. On parle beaucoup de pays européens, mais parlons aussi de l'Union européenne. Quel est le poids de l'Union européenne dans ce qui se passe dans l'agriculture française? Qu'est-ce que la France peut faire quand l'Union européenne lui dit de faire quelque chose? Est-ce qu'elle peut encore dire non? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est un vaste sujet, puisque la politique agricole française est aujourd'hui très européenne. D'ailleurs, si l'Europe s'est constituée, c'était pour 2 raisons. Premièrement, parce que on sortait de conflits et que les dirigeants de l'époque ont considéré que c'était un gage de paix. Et le deuxième, c'est parce que les pays fondateurs avaient faim, ne produisaient pas assez. Les 2 objectifs au sein de l'Union européenne ont été atteints. On vit une paix toute relative, mais une paix en Europe, dans l'Union européenne. Et puis, on ne manque plus de nourriture. Sauf que aujourd'hui, l'Union européenne, depuis une dizaine d'années, en termes d'agriculture, semble réorienter le curseur et n'avoir que des préoccupations environnementales. J'en ai pour preuve la déclinaison agricole du Green Deal, Farm to Fork, qui prévoit des baisses drastiques de production, environ 15%, hein, alors que nous sommes déjà importateurs, et qui ne se soucie pas donc des quantités produites et de la qualité consommée sur le continent européen, et qui ne se soucie alors que de sujets écologiques. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je ne dis pas qu'il faut ne pas se soucier de sujets écologiques. Mais ce que je dis, c'est qu'en termes d'agriculture, il faut se soucier de notre autonomie. Je n'emploie pas le mot souveraineté volontairement. De notre autonomie, toute relative qu'elle soit. Et il faut nous soucier aussi de l'environnement, mais c'est ce que l'on fait, c'est ce que les agriculteurs font, et je vous l'ai assuré tout à l'heure, en vous expliquant pourquoi nous sommes soucieux de ne pas dégrader notre environnement. Donc, si l'Europe ne se ressaisit pas, il arrivera la même chose que pour le textile dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne désespère pas parce que vous savez, moi je vais à Bruxelles depuis à peu près une dizaine d'années pour porter les sujets maïs, puisque nous avons une organisation européenne des producteurs de maïs. Et les seuls à porter ce sujet de la protection à nos frontières, alors de mécanismes à inventer, hein, c'était les Français. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les Français qui portent ce sujet. On n'est encore pas majoritaire, mais ça évolue. Et j'ai bon espoir que, enfin, des paroles, on passe aux actes. On entend dans les couloirs à Bruxelles les notions aujourd'hui de clauses et de mesures miroirs, c'est-à-dire faire respecter nos normes à nos fournisseurs. Je peux vous assurer que c'est quelque chose que l'on n'entendait pas il y a 10 ans. Alors, on l'entend. Maintenant, il faut passer aux actes. Et il faut que les accords que nous passerons, on n'est pas contre les accords d'échange internationaux. Croire qu'on va rester seul dans son coin, je n'y crois pas. Par contre, que tout accord soit assorti de clauses qui protègent le producteur européen, le producteur français, j'espère, avant la fin de ma carrière, le voir, et j'ai bon espoir de le voir.